Bonjour, bienvenue à 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. On va parler des secrétaires généraux de mairie dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec un juge des référés du théâtre de Toulouse qui considère qu'il n'est pas possible d'instaurer un congé menstruel dans la fonction publique faute de texte le permettant, mais d'autres juridictions ont été saisies, attendons de voir. Et les agents contractuels accompagnant des enfants en situation de handicap, donc des AESH contractuels, ont droit à l'indemnité de suggestion prévue pour les personnels affectés dans les zones REP ou REP+. Et on a un arrêt très intéressant sur la preuve de l'imputabilité au service d'une pathologie et une adaptation du poste de travail, voire ici, donc CA de Nancy. Vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y a un droit au silence dans toute une série de procédures, y compris disciplinaires, il n'y a pas que le pénal, et ça arrive assez tôt dans la procédure. Ça arrive assez tôt, mais quand même, ça ne s'étend pas aux procédures qui ne tentent pas à l'infliction d'une sanction, ou pas directement ayant le caractère d'une punition. Quand on est au début d'une procédure qui peut conduire à une sanction, en revanche, ça s'applique. On le savait déjà, on en avait parlé avec le Conseil constitutionnel, décision du 15 novembre 2024, voici ici les références, ça a été confirmé dans le cas de l'OFPRA par un arrêt du Conseil d'État du 24 octobre 2024 également. L'Agence française anticorruption, l'AFA, s'est mise en lien avec l'AMF pour faire un nouveau guide à l'attention des élus des communes et des intercommunalités, utilisable par les cadres territoriaux aussi, y compris qu'un outil d'auto-évaluation, c'est en téléchargement libre et gratuit sur le site de l'AMF ou sur celui de l'AFA. Voici ici les références. Deux informations en matière de centres de santé, il y a beaucoup de centres de santé municipaux ou intercommunaux, une ventilation du coup de pouce financier de l'État pour l'aide à la revalorisation des personnels des centres de santé municipaux ou intercommunaux avec un décret et un arrêté, voici les références, et le Conseil d'État qui a validé la pratique des CPAM sur le contrôle du respect par les centres de santé de l'accord national avec la Sécu. On peut échantillonner et extrapoler ensuite, globalement. En matière d'environnement, vous savez très bien qu'en matière de qualité d'eau potable, on a énormément de problèmes, notamment sur les PFAS, les pesticides et autres métabolites dans l'eau. Et un important rapport de l'UJEDD a été fait en juin, il circulait sur le menton, on l'avait pas, ça y est, il est diffusé, voici le lien pour y accéder avec un certain nombre de propositions très très concrètes. Environnement toujours, selon une CA, il n'est pas illégal, au contraire de ce qu'avait jugé le juge de première instance, pour une agence de l'eau de financer la destruction d'ouvrages hydrauliques en rivière classée continuité écologique. C'est à Versailles. Environnement toujours, deux décrets qui étaient très attendus ont été adoptés le 21 novembre sur les sites naturels de compensation, restauration et renaturation. Assez grosse actualité aussi en matière d'urbanisme avec un arrêt qui renforce l'importance et donne beaucoup de précisions sur tout ce qui est certificat d'urbanisme. 18 novembre, voici ici les références. Et le même jour, le Conseil d'État a également dit que l'appréciation du lien entre un permis de construire et les objectifs d'une OAP doit être effectuée avec une certaine souplesse, mode d'emploi précis. Et le Conseil constitutionnel, quelques jours après, le 22, a rejeté une QPC contraire aux procédures d'expropriation, tout en apportant des précisions qui protègent l'exproprié. En matière de contrat, question, une offre est envoyée dans le document ZIP, mais ça arrive à l'arrivée 0 kilooctet illisible. Est-ce que ça rend l'offre irrecevable? Oui, en l'espèce, évidemment, à la condition qu'il n'y ait pas d'erreur sur la plateforme de dématérialisation, bien sûr, Théâtre de Montpellier. Et le Conseil d'État nous a dit à quel moment il faut partir pour l'indexation obligatoire des prix des marchés publics. Sur l'indexation obligatoire quand il y a un délai de latence de plus de 3 mois entre la fixation du prix et le début. On va prendre quelle date quand on a eu une négociation? La date où l'offre négociée a été transmise. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Et que voici encore. Et que voici enfin, parce qu'il y en a beaucoup. N'hésitez pas à mettre sur pause. Mais passons à notre grand dossier. Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie, 17 questions-réponses avec la FNCDG. En effet, on en avait parlé ensemble, une loi et des décrets ont été pris pour la réforme du statut des secrétaires de mairie devenus secrétaires généraux de mairie. Alors on fait des articles, etc. Dans ce cadre-là, une grosse foire aux questions est en cours de finalisation, bien plus précise donc que les documents de l'État à ce jour, sur la mise en œuvre de cela. Déjà un premier document extrêmement
utile une plaquette a été diffusée ici, et tout ceci était concocté par la Fédération nationale des centres de gestion et l'association des DG de ces centres de gestion. J'ai voulu poser des questions à Thierry Sénamo et Cindy Laborie de la Fédération nationale des centres de gestion pour prendre le temps. C'est un très gros numéro triple qu'on va avoir ensemble, mais il y a bien besoin de ce temps-là pour décortiquer ensemble tout ce régime. Voir évidemment également les articles et les vidéos de mon propre cabinet. Mais aujourd'hui, l'expertise de la fédération est grande dans la matière et j'ai voulu que tous ensemble nous en profitions. Bonjour Thierry, bonjour Cindy. Bonjour. Bonjour Eric. Première question, bon, on a deux périodes dans cette réforme, jusqu'à la fin 2027 et après, jusqu'à la fin 2027. Le maire peut soit nommer à temps complet ou non un agent en fonction de secrétaire général de mairie, soit nommer un agent pour occuper les fonctions de DGS si on a atteint le seuil de 2000 habitants. Sauf qu'il y a pas mal de difficultés déjà à ce stade. Lesquelles ? Alors déjà, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les secrétaires généraux de mairie relèvent de plusieurs statuts. Avant même d'évoquer la situation au 1er janvier 2028, il est peut-être bien de refaire un petit historique. Avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2023-1380 du 30 décembre 2023, les secrétaires généraux de mairie pouvaient relever de 5 statuts différents. Le cadre d'emploi des secrétaires de mairie, mis en voie d'extinction depuis 2001, de catégorie A, mais nous avions encore des agents qui relevaient de ce cadre d'emploi. Le cadre d'emploi des attachés, le cadre d'emploi des rédacteurs, également le cadre d'emploi des adjoints administratifs, en précisant que le cadre d'emploi qui porte ce statut particulier des agents administratifs, ce décret numéro 2006-1690 du 22 décembre 2006 prévoit un grade minimal pour être nommé secrétaire de mairie et qui est un grade d'avancement, c'est-à-dire le grade de adjoint administratif principal. Et nous avons une cinquième possibilité, c'est que l'agent peut être contractuel. Et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2023, c'était le cas notamment dans les communes de moins de 1000 habitants. La loi est intervenue et a créé au sein du Code général des collectivités territoriales un nouvel article, l'article L2122-19-1, qui précise que dans les communes de moins de 3500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Ce texte a vocation à s'appliquer en l'état jusqu'au 31 décembre 2027. Sa rédaction évoluera à partir du 1er janvier 2028. Donc jusqu'au 31 décembre 2027, les collectivités ont plusieurs possibilités. La première, c'est de nommer un agent sur un grade, toujours un grade d'avancement en catégorie C, puisque l'article 3 du décret numéro 2006-1690 du 22 décembre 2006 a été modifié et il prévoit que lorsqu'il relève des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2000 habitants. Ils peuvent également être nommés secrétaire général de mairie les agents qui sont rédacteurs, c'est prévu par le décret numéro 2012-924 du 30 juillet 2012. Ils peuvent également être attachés, toujours être sur le cadre d'emploi des secrétaires de mairie qui ont été nommés évidemment avant l'extinction du cadre d'emploi, et être contractuels, en sachant que le législateur a modifié le seuil autorisant les collectivités à nommer un contractuel. Donc, jusqu'à la loi du 30 décembre 2023, on était sur une collectivité de moins de 1000 habitants. On est passé aux collectivités de moins de 2000 habitants. À partir du 1er janvier 2028, la législation va évoluer et le fameux article L2122-19-1 du Code général des collectivités territoriales va être modifié. Donc, dans les communes de moins de 2000 habitants, le maire nommera aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d'un corps ou un cadre d'emploi classé au moins dans la catégorie B. Et à partir de 2000 habitants, donc 2000-3500 habitants,
le maire nommera un secrétaire général de mairie qui relève de la catégorie A, sauf s'il nomme un emploi fonctionnel, un DGS, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. À partir de 2000 habitants, le maire a la possibilité de nommer un emploi fonctionnel, c'est-à-dire un DGS. On a plusieurs difficultés donc, liées à l'entrée en vigueur de ces différents dispositifs, notamment la question des agents qui sont aujourd'hui nommés secrétaires de mairie alors qu'ils ne sont pas sur un grade d'avancement en catégorie C, notamment parce que les collectivités ont recours au recrutement direct qui est possible sur un grade d'adjoint administratif, et on a encore des agents qui relèvent de ce grade d'adjoint administratif alors que juridiquement, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de secrétaire de mairie. La deuxième chose à prendre en compte suite à cette évolution, c'est que le maire doit aujourd'hui prendre un acte pour formaliser la nomination. Donc, le maire doit, que l'agent ait été nommé avant l'entrée en vigueur de la loi ou après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2023, formaliser la nomination de l'agent par un arrêté de nomination. Alors, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées, notamment des maires qui se demandaient s'ils devaient délibérer. Donc, on est bien, l'instruction ministérielle du 18 octobre 2024 prévoit bien qu'il s'agit de formaliser par un arrêté de nomination. On a également d'autres questions d'application concrète de la réforme qui se sont posées. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la Fédération, en collaboration avec l'Association nationale des directeurs de centres de gestion, a publié un document la semaine dernière qui s'appelle « L'évolution des secrétaires généraux de mairie, la réforme issue de la loi du 30 décembre 2023 en questions-réponses ». Et on a essayé de recenser un petit peu, de vulgariser un petit peu la loi pour mieux saisir les évolutions pour que les collectivités s'en emparent très concrètement. Donc, nous avons saisi la Direction générale des collectivités locales pour obtenir notamment différents éclairages, certains apparaissant dans l'instruction interministérielle du 18 octobre dernier, d'autres demandant notamment des éclaircissements complémentaires. Donc, on espère pouvoir avoir des réponses le plus rapidement possible. Également, la première question qu'on leur a posée, c'est le seuil de 2000 habitants aujourd'hui. Il est très facilement applicable quand il s'agit d'une commune, mais nous avons des secrétaires généraux de mairie qui sont employés par d'autres structures que des communes, des EPCI, à fiscalité propre ou non d'ailleurs, qui sont mis à disposition de communes ou recrutés directement, et également par les centres de gestion. Donc, comment on distingue ce seuil de 2000 habitants pour des structures qui ne sont pas des communes? Également, ces mêmes agents qui sont mis à disposition des communes par un CDG ou par un EPCI peuvent-ils bénéficier du versement de la NBI? Ça reste des questions qui posent question. Pose également question les agents qui ont aujourd'hui, qui bénéficient d'un CDI. Ces agents, l'instruction interministérielle du 18 octobre 2024 prévoit que l'employeur pourra faire évoluer à compter du 1er janvier 2028 la catégorie de l'agent. Aujourd'hui, aucun texte ne permet à un employeur de modifier une catégorie dès lors que l'agent bénéficie d'un CDI. Donc, se pose la question de comment pouvoir garantir à l'agent le maintien de son CDI alors qu'il aura une modification substantielle de son contrat. Il y a une clarification vraiment qui s'impose. Avec un problème notamment dans certains cas pour le bénéfice de la NBI et quelques autres difficultés, je crois. Mais sur la NBI, par exemple, l'instruction ministérielle du 18 octobre dernier indique qu'elle ne peut être attribuée qu'à un fonctionnaire affecté de manière permanente. Elle vient repréciser ça, d'où l'interrogation de Cindy et de bien d'autres sur la possibilité pour un agent employé par un centre de gestion qui est mis à disposition pour un remplacement de toucher ou non la NBI, puisque voilà, le principe est tout de même rappelé dans l'instruction et pose question compte tenu des circonstances particulières qui entourent la revalorisation des fonctions de secrétaire de mairie. Et de la même façon pour le CDI, Cindy l'a bien résumé. Là, on est un petit peu face à un casse-tête entre l'intention finalement du législateur et puis les règles actuelles de droit positif qui ne prévoient pas un nouveau CDI à strictement parler lorsque on doit revaloriser la fonction. Enfin, plutôt un nouveau contrat est exigé, mais qu'un nouveau contrat soit nécessairement
à durée indéterminée, là, ça pose effectivement question. On a un autre problème, un autre régime qui soulève quelques interrogations, c'est les dispositifs de promotion interne dérogatoires, n'est-ce pas? Les centres de gestion qui vont être amenés, notamment les présidents de centres de gestion, à prendre les listes d'aptitude des promotions internes, sur quel acte vont-ils se fonder pour apprécier les conditions de service nécessaires pour bénéficier de ce deux dispositifs, puisque généralement, il n'y avait pas toujours un arrêté de nomination qui précisait que l'agent exerçait les fonctions de secrétaire de mairie. On pourrait parler de nombreuses situations, secrétaire de mairie instituteur par exemple, mais déjà, quid des agents pluricommunaux? Je prends l'exemple notamment, j'ai une secrétaire générale de mairie qui est venue me poser la question. Elle est aujourd'hui employée par 4 collectivités différentes à temps non complet et elle a 4 statuts différents. Dans une collectivité, elle est en CDI en catégorie B. Dans une autre collectivité, elle est en CDD depuis 4 ans en catégorie C sur un grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Sur une autre collectivité, elle est en CDD également depuis 2 ans sur un grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Et enfin, dans la 4e collectivité, elle est titulaire en catégorie C, mais en C1, c'est-à-dire adjoint administratif. Donc, c'est vrai que ça va être un vrai casse-tête, et pour les secrétaires de mairie elles-mêmes, mais aussi pour les centres de gestion, de gérer les carrières de ces agents qui sont notamment pluricommunaux et qui sont sur des statuts différents. Également, on va se poser la question de l'unicité des carrières pour les agents qui exercent une partie de leurs fonctions comme secrétaire général de mairie dans une commune et qui vont pouvoir bénéficier du dispositif, notamment plan de requalification, donc qui pourront à terme être nommés catégorie B, et qui exercent d'autres fonctions dans une autre structure. Je pense notamment à quelqu'un qui est agent adjoint administratif dans un syndicat mixte, qui n'est pas secrétaire de mairie dans sa 2e structure, et qui sera amené à rester catégorie C dans cette 2e structure. Donc, il y a encore beaucoup d'éclaircissements qui sont nécessaires pour une mise en œuvre opérationnelle de ce texte. Et puis, comme tu le dis, Cindy, non seulement il y a cette problématique des agents pluricommunaux avec différents employeurs, et du coup, sous-jacent, bien entendu, les règles relatives aux fonctionnaires employés à temps non complet, qui, on le verra un petit peu plus loin, selon les dispositifs, sont pris en compte tels quels ou auxquels on déroge. Donc, c'est vraiment un casse-tête chinois que d'arriver parfois à des solutions, surtout lorsqu'on voit le cas que tu cites d'un agent qui a différents statuts, si j'ose dire, au total, et qu'on mêle à ça des problématiques de temps non complet, de NBI, de services effectués précédemment en tant que contractuel ou agent de catégorie C1, ça devient effectivement très compliqué. Et qu'en est-il du fameux projet de décret sur la promotion interne réservée? Sur le dernier dispositif que vous évoquiez, le législateur a entendu aussi faire en sorte que sur les listes d'aptitude à la promotion interne d'attachés territorial et rédacteurs, donc les listes d'aptitude de promotion interne classiques, elles comprennent nécessairement une part de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, quel que soit le cadre d'emploi d'appartenance et quelle que soit leur catégorie hiérarchique. Cette part devait être fixée par décret, donc ça c'est le texte de l'article 7 de la loi du 30 décembre 2023. Cette part était fixée dans un projet de décret qui a été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 novembre dernier à au moins un fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, ce qui correspond dans les textes et dans les faits à ce qui existe déjà dans les listes d'aptitude des secrétaires, des attachés rédacteurs. Il y a déjà généralement au moins un secrétaire de mairie. Mais cette part réservée, pour limiter qu'elle fût, elle posait la question d'une discrimination positive par rapport à d'autres agents qui pourraient remplir des critères autres que juste celui d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie, critères définis par les lignes directrices de gestion, et qui pourraient ne pas, ces agents, alors qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une promotion interne, être mieux classés et ne pas bénéficier de la promotion interne au motif qu'ils ne seraient pas secrétaire de mairie. Donc, ce projet de décret a beaucoup été décrié. Donc, il a reçu, ce projet de décret, un avis unanime défavorable des organisations syndicales lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 novembre dernier.
Et à cette occasion, à l'occasion de cette réunion, la directrice générale des collectivités locales a indiqué que le texte pourrait ne pas être publié. Donc, nous sommes dans l'attente d'éléments d'information à vous donner sur la poursuite, en tout cas de la mise en œuvre de l'obligation qui avait été créée par le législateur. En tout cas, si ce texte était effectivement édicté, comme tu le rappelais, les lignes directrices de gestion devraient nécessairement fixer les critères qui permettent l'inscription de au moins ce fonctionnaire sur la liste d'aptitudes, que ce soit de catégorie A ou catégorie B, puisque contrairement au dispositif de promotion, de formation-promotion et au plan de requalification, deux dispositifs dérogatoires dédiés au secrétaire de mairie, ce troisième élément de promotion, lui, obéit aux règles de droit commun. Et effectivement, il y avait une sorte de concurrence qui s'installait, une discrimination positive à l'endroit des secrétaires de mairie de catégorie C ou B pour être inscrits sur une liste d'aptitudes en B ou en A, qui émergeait et qui posait beaucoup de questions aux organisations syndicales notamment, mais aussi aux employeurs, raison pour laquelle, pour ne pas vous le cacher, nous avions plutôt promu l'idée d'une part réservée qui soit la plus faible possible pour ne pas établir une trop forte concurrence et une réduction finalement des promotions pour les agents exerçant d'autres fonctions que celles de secrétaire de mairie. Notamment, qu'avez-vous à nous dire sur le plan de requalification et sur le dispositif pérenne de formation-promotion? Alors, le législateur a créé deux voies de promotion interne dérogatoire, une à destination des agents qui exercent déjà les fonctions de secrétaire général de mairie. Donc, cette voie de promotion interne dérogatoire, elle n'est pas pérenne. Elle va s'arrêter au 31 décembre 2027. C'est son plan de requalification. Et il y a une deuxième voie de promotion interne dérogatoire qui, cette fois-ci, s'adresse à l'ensemble des agents de catégorie C, à l'exclusion des agents notamment de la FPE et de la FPH, mais qui, elle, sera reconduite, enfin, maintenue dans le temps, puisqu'elle elle s'organise autour d'une formation qualification et d'une formation qualifiante et qui donnera lieu après un examen professionnel. Peut-être préciser déjà qu'on parle de promotion interne dérogatoire. Elles sont dérogatoires seulement sur un élément du dispositif juridique de promotion interne, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas de quotas. Les contingentements que l'on connaît pour les promotions internes classiques n'ont pas vocation à s'appliquer. Il n'y aura pas un nombre déterminé d'agents sur la liste d'aptitude. Pour les autres modalités juridiques de la promotion interne, elles s'appliquent, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui proposera le dossier de l'agent au centre de gestion. Et puis, on aura les mêmes dispositifs après la nomination de stagiairisation, tels qu'on les connaît pour les promotions internes classiques. Sur la promotion interne sans quota dans un cadre d'emploi de catégorie B, qui est réservé aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement et qui ont validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante, le décret prévoit que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude après avoir suivi cette formation et obtenu l'examen professionnel les fonctionnaires de catégorie C, donc qui sont sur un grade d'avancement et qui comptent au moins 8 ans de service public effectif dans un emploi de catégorie C. Il est précisé que si ces agents ont exercé des fonctions comme contractuels, les années accomplies comme contractuels seront comptabilisées au titre de l'ancienneté. On a pour le deuxième cas donc de promotion interne dérogatoire sans quota, mais dans le cadre du plan de requalification, les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de ce plan, les agents doivent compter une durée de 4 ans de service effectif dans les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants. Et il y a une petite particularité pour ne pas léser notamment les agents à temps non complet. Donc les dispositions classiques de calcul de la durée d'ancienneté ne sont pas prises en compte. On est sûr, on considère que l'agent, quelle que soit sa durée d'ancienneté, quel que soit son temps de travail, pardon, on prend en compte la totalité de son ancienneté pour lui permettre de bénéficier de ce plan de requalification.
Sur les 4 ans et sur les 8 ans, ça a donné lieu à discussion. Les 4 ans de service effectif exigés comme l'une des conditions de promotion en catégorie B dans le cadre du plan de requalification, cette durée a été retenue pour permettre aussi à un maximum d'agents de catégorie C, comme l'a dit Cindy, relevant des grades d'avancement, donc en C2 ou en C3, de passer catégorie B pour élargir le vivier très largement et puis justement requalifier ces agents, puisqu'on a décidé qu'ils méritaient au moins de relever de la catégorie B, ce qui est le cas via le plan de requalification. Pour ce qui concerne le dispositif de formation-promotion, la durée de 8 ans n'a été de service effectif, n'a été assortie d'aucune autre condition de durée d'exercice dans un cadre d'emploi, dans un grade d'un cadre d'emploi. C'est juste de manière brute les 8 ans de service effectif qui ont été retenus. On aurait pu songer à ce que ce dispositif bénéficie d'une réduction un petit peu de cette durée, puisque de toute façon, c'est une formation qualifiante suivie d'un examen professionnel qui permettra de vérifier les aptitudes de l'agent à remplir les fonctions de secrétaire de mairie au niveau de la catégorie B. Mais c'est la durée de 8 ans qui a été retenue. Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, ce que le législateur a cherché à faire, et le pouvoir réglementaire, c'est à faire passer un maximum de personnes via l'utilisation du dispositif de plan de requalification en catégorie B, et ensuite, comme le disait Cindy, mettre en place un dispositif dérogatoire aux règles de droit commun de la promotion interne, puisque là, c'est lié à une formation qui s'installera dans le temps, qui est dédiée aux secrétaires de mairie, aux personnes qui exercent ces fonctions. Et que dire sur l'avantage spécifique d'ancienneté des secrétaires généraux de mairie? Donc c'est le décret 2024-827. Alors déjà, c'est un dispositif qu'on ne connaît pas dans la fonction publique territoriale. C'est un dispositif qui existe à l'État, dans certains ministères, je pense au ministère de l'Intérieur. Donc là, le législateur a souhaité accorder aux secrétaires généraux de mairie un accélérateur de carrière. Donc c'est prévu à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2023. Le bénéfice de cet avantage, il est ouvert à tous les agents territoriaux qui peuvent statutairement occuper les fonctions de secrétaire généraux de mairie, donc à savoir les attachés, les rédacteurs, les adjoints administratifs principaux, donc C2 et C3, et les secrétaires de mairie pour ceux qui sont sur le cadre d'emploi mis en extinction. Évidemment, ce dispositif ne bénéficie pas aux contractuels qui n'ont pas vocation à avoir une carrière dans la fonction publique et ne bénéficie pas non plus aux agents administratifs qui sont nommés sur la catégorie C1 et qui ne sont pas sur un grade d'avancement. Alors, le décret, il prévoit 2 dispositifs qui peuvent être cumulatifs. Donc, un dispositif automatique tout au long de la carrière, avec l'attribution obligatoire d'un avantage spécifique d'ancienneté aux secrétaires généraux de mairie, à intervalles réguliers au cours de leur carrière et indépendamment de leur manière de servir. Donc, c'est un avantage de 6 mois tous les 8 ans, bonification de droit. Et il y a une deuxième bonification, qui est une bonification facultative, donc à la main des employeurs territoriaux. En fonction de la manière de servir, l'agent peut bénéficier également d'un avantage spécifique d'ancienneté facultatif de 1 à 3 mois par période d'au moins 3 ans, en tenant compte des critères qui seront définis dans les lignes directrices de gestion adoptées après consultation du comité social territorial. Donc, le décret prévoit que les années d'activité antérieures à la création de ces dispositifs sont prises en compte pour que les agents puissent commencer à bénéficier de manière immédiate de ces dispositifs, donc notamment les fonctions qui étaient effectuées avant le 1er août. Ça pose 2 questions principales. La première, c'est qu'il faut quand même, pour bénéficier d'un avantage facultatif, modifier les lignes directrices de gestion pour prévoir ces critères et également donc saisir au préalable le comité social territorial. Donc ça ne peut pas correspondre avec la date du 1er août. Ça ne peut pas prévoir une mise en place sans modifier les lignes directrices de gestion. La deuxième difficulté sur ce dispositif facultatif, c'est que le décret prévoit de 1 à 3 mois. Donc, on se pose la question de savoir si les collectivités vont bien appliquer des périodes de mois entiers. On ne risque pas d'avoir 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, 15 jours, ce qui risquerait quand même d'être assez complexe dans le calcul des avancements d'échelon à terme.
Autre décret, le de 2024-830, cette fois-ci sur la formation qualifiante. Comme je vous le disais tout à l'heure, la formation qualifiante a la vocation à élargir le vivier des secrétaires généraux de mairie, puisqu'on est aussi sur un contexte démographique, une population d'agents plus vieillissante que les autres agents territoriaux, donc avec de nombreux départs en retraite anticipés. Donc c'est un dispositif qui s'adresse à des agents de catégorie C qui n'exercent pas actuellement les fonctions de secrétaire général de mairie. Donc on a le décret 2024-830 du 16 juillet 2024 qui nous précise la nature de la formation qualifiante, les modalités de son organisation, donc le contenu la durée de la formation sera de 56 jours. Son contenu sera arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale qui organisera la formation. Et cette formation, elle doit permettre aux agents d'acquérir les compétences et les qualifications attendues pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Donc, il y aura plusieurs modules qui pourront s'échelonner sur une période de 2 ans maximum à compter de l'entrée en formation. L'idée, c'est que la formation, elle couvre l'ensemble des champs d'action et d'activité des secrétaires généraux de mairie. Donc, il y a 4 champs prévus: assister et conseiller les élus de la commune, assurer les services à la population de la commune, gérer les services de la commune et organiser son travail dans la commune. Le décret prévoit que le CNFPT pourra adapter le contenu de la formation aux besoins de l'agent après évaluation préalable de ses titres et diplômes et des formations professionnelles qu'il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle. L'instruction interministérielle du 18 octobre 2024 cite notamment l'exemple d'un agent qui aurait un DU, un diplôme universitaire, et qui pourrait à ce titre être dispensé totalement ou partiellement de la durée de la formation qualifiante qui sera suivie auprès du CNFPT. À l'issue des 56 jours de formation, il y a une commission de qualification dont la composition et le fonctionnement seront définis par le CNFPT, qui validera le suivi de la formation de l'agent, et donc le CNFPT attestera de la validation de chacun des modules. Il y a un délai pour accomplir ces 56 jours de formation, et surtout, l'esprit exige que le CNFPT, lorsqu'il en a l'occasion, en fonction du profil, si j'ose dire, de l'agent, fasse jouer à plein les dispenses partielles, voire totales, mais plutôt partielles, effectivement, de certains modules de la formation. Ce qui rouvre le débat en réalité sur la formation initiale, mais bon, c'est un autre cadre dans ce cas-là, n'est-ce pas ? Mais c'est une formation qui n'est pas à confondre non plus avec une autre formation prévue par les textes et qui concerne cette fois-ci la formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie. C'est encore un autre dispositif, puisque la loi prévoit qu'outre la formation initiale dont ils bénéficient au titre des formations statutaires obligatoires, les secrétaires généraux de mairie, dans l'année qui suit leur embauche, le début de l'exercice de leur fonction en tant que telle, suivent une formation spécifique au premier emploi de secrétaire général de mairie. Et l'un de ces décrets d'application prévoit que lorsqu'ils ont suivi cette formation, ils n'ont pas à suivre la formation de professionnalisation au premier emploi général, en quelque sorte, prévue par le décret de 2008. Donc voilà, ça c'est encore un autre dispositif en termes de formation qui vient compléter le panorama des formations qui concernent désormais les secrétaires de mairie. Nous parlons bien de dispositifs qui s'additionnent, avec des marges de manœuvre pour l'employeur donc. C'est que les deux dispositifs peuvent être cumulatifs et que le second, fonction la manière de servir, est vraiment facultatif à la main de l'employeur, au-delà des difficultés qui peuvent se poser ultérieurement de savoir si on peut faire varier un petit peu l'avantage spécifique d'ancienneté. Et que peut-on dire des modalités d'organisation de l'examen professionnel, précisant la durée annuelle d'exercice des fonctions de secrétaire de mairie, bref, du décret 2024-831 ? Là, on est après la formation professionnelle. Les agents qui ont suivi cette formation, pour être nommés rédacteurs, devront passer un examen professionnel. L'examen professionnel, il sera organisé par les centres de gestion. C'est un examen professionnel au grade de rédacteur qui ne comportera qu'une seule épreuve orale d'entretien d'une durée de 20 minutes, avec en point de départ un exposé, c'est assez classique, un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle. Puis il devra répondre à des questions qui permettront au jury d'apprécier donc notamment ses facultés d'analyse, de réflexion et son aptitude et surtout sa motivation
à exercer les missions d'un secrétaire général de mairie et à encadrer une équipe. Le texte prévoit que l'inscription sur cette liste d'aptitudes, la liste d'aptitudes après formation qualifiante et la réussite à l'examen professionnel, l'inscription sur cette liste d'aptitudes ne permettra à l'agent que d'être nommé rédacteur, mais uniquement pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Et là encore, cette liste ne sera pas soumise à contingentement. L'agent qui sera inscrit sur cette liste d'aptitudes et qui pourra être nommé rédacteur, et qui pourra être nommé que secrétaire général de mairie, et il aura l'obligation d'exercer ses fonctions pendant une durée minimale de 3 ans à la date de sa titularisation. Et sur cette question de l'engagement de servir pendant 3 ans, l'instruction interministérielle du 18 octobre 2004 précise bien que le fonctionnaire promu au grade de rédacteur territorial qui exercerait l'emploi de secrétaire général de mairie et qui serait amené à aller travailler dans une autre collectivité avant cette période de 3 ans ne pourrait pas perdre le bénéfice de sa nomination. Par contre, la collectivité qui le recruterait avant la période de 3 ans serait amenée à rembourser le coût de la formation à la collectivité qui l'avait assumé. Bon, il y a eu aussi une grande émotion quand le ministre a annoncé l'extension de la réforme au C1. Il y a eu un petit peu d'évolution depuis. Alors, qu'en est-on de cette extension ou pas de la réforme au C1 ? Alors, comme je le disais en introduction, la réforme n'a pas vocation à s'appliquer à des agents qui n'ont pas statutairement le droit d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Ça a été reprécisé dans l'instruction interministérielle du 18 octobre. Toutefois, la réforme, le ministre s'est engagé à la demande notamment des employeurs territoriaux et des organisations syndicales à faire évoluer la loi et à permettre aux nombreux agents recrutés en C1 de bénéficier à terme de la réforme. Aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque la loi prévoit que les 2 dispositifs de promotion interne dérogatoire ne sont applicables qu'aux agents qui sont actuellement sur un grade d'avancement. Par ailleurs, le décret portant statut particulier des agents administratifs, le décret 2006-1690 du 22 décembre 2006, prévoit bien que ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie que les agents qui sont au moins sur un grade d'avancement. Donc, ça nécessitera une modification et législative et réglementaire. Et quelles sont les difficultés persistantes ou supposées pour le passage des agents de B à A au fil de cette réforme ? Alors, les dispositions qui sont prévues par la loi du 30 décembre 2023 s'appliquent pour une promotion interne en catégorie B. Je pense au dispositif dérogatoire de promotion interne. Les agents qui sont aujourd'hui en catégorie B bénéficieront des avantages spécifiques d'ancienneté, également de la possibilité, si le texte d'application est publié, de la part réservée sur la liste de promotion interne d'attachés. Après, aujourd'hui, ces agents qui sont en catégorie B continuent évidemment de pouvoir bénéficier de la promotion interne classique en catégorie A. La difficulté persistante, c'est évidemment les freins à la promotion interne, même si le décret 2023-1272 du 26 décembre 2023 a modifié les conditions et le dispositif de promotion interne en assouplissant notamment les mécanismes de contingentement, en réduisant notamment le nombre exigé de recrutement externe. On est passé de la règle du 1 pour 3 à la règle du 1 pour 2. Également en allégeant les conditions requises pour déclencher les fameuses clauses de sauvegarde s'il n'y a pas suffisamment de recrutement. Et puis, il y a le décret 2024-907 du 8 octobre 2024 qui, lui, est venu assouplir les conditions à remplir de formation obligatoire pour bénéficier d'une promotion interne, notamment le décret du 29 mai 2008 prévoyait que les agents devaient avoir effectué leur jour de formation dans des périodes révolues. Donc, le texte aujourd'hui a été réécrit pour permettre aux agents qui n'auraient pas suivi leur formation dans ces périodes révolues de pouvoir les suivre après, mais avant la nomination sur la liste, leur nomination à la promotion interne. Toutefois, le dispositif de promotion, même s'il a été assoupli, reste un dispositif de promotion qui n'est pas
le cadre général de recrutement. Et donc, ça nécessite pour ces agents de soit passer le concours d'attaché, soit de pouvoir bénéficier à ces conditions-là de la promotion interne. Et pour ce qui est de la situation en droit à compter de 2028, donc l'autre phase, avez-vous des précisions à apporter et des difficultés ou des subtilités à signaler? Poser question, c'est comment on va gérer la situation à partir du 1er janvier 2028. Je pense notamment aux agents de catégorie C1 qui auraient bénéficié d'un avancement de grade avant le 1er janvier 2028, mais qui se retrouveraient à la fin de la formation, de la promotion interne dérogatoire, plan de requalification. Comment on va gérer ces agents qui vont être maintenus en catégorie C parce qu'ils n'auront pas eu le temps matériel de bénéficier de cette promotion interne dérogatoire. Après, il y avait toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure également, des personnes qui auront des carrières complexes, qui auront plusieurs cadres d'emploi, voire plusieurs catégories. Ça va nécessiter un suivi de carrière renforcé pour tous ces agents. Quelles interventions sont-elles possibles, prévues, utiles dans ce cadre de la FNCDG et des centres de gestion pour les élus et les cadres territoriaux qui nous regardent? Cindy, qui en est l'artisan, les connaît bien. On a notamment diffusé une plaquette qui a rencontré un très très vif succès lors du Congrès des maires. Que les réponses puissent être les mêmes, quel que soit le département de l'agent et du maire. On a également une compétence qui a été une nouvelle compétence obligatoire des centres de gestion qui a été ajoutée par le législateur à l'occasion de la loi du 30 décembre 2023. Donc, les centres de gestion doivent animer le réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux, comme les EPCI notamment ou les associations départementales de maires. Mais dans le cadre, bien sûr, de ces mises en réseau obligatoires, il y aura forcément des travaux d'harmonisation, de travail en commun, d'explicitation de la réforme qui seront menés, de la sensibilisation auprès également des secrétaires de mairie, mais aussi auprès des employeurs. Et comme on le disait, on a ce premier fascicule qui a été publié à destination des maires et des secrétaires de mairie, cette foire aux questions qui a vocation à être plus technique. Et puis, on continue également de faire remonter des demandes de clarification auprès du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale des collectivités locales. Bon, un dernier conseil, Cindy? Surtout de se rapprocher de leur centre de gestion qui est là pour les accompagner au quotidien sur toutes les questions statutaires. Mais ça, c'est pas sympa parce que vous venez de piquer le conseil qu'avait, j'imagine, à l'esprit Thierry. Alors, Thierry, un conseil? Non, honnêtement, je rejoindrais vraiment, c'est le message qu'il faut passer et l'important, c'est de le conserver. Donc, en cas de doute ou pour vérifier ou pour savoir si le secrétaire général de mairie peut bénéficier de l'un des dispositifs en question, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de gestion. Regardez les formations aussi qui sont proposées. En ce moment est réalisé un rapport d'ailleurs par les inspections qui vise à examiner l'opportunité éventuelle de création d'un diplôme national de préparation au métier de secrétaire de mairie. Les textes sont foisonnants. Je rappelle une loi, 4 décrets d'application, d'ores et déjà, peut-être un 5e, Cindy l'a dit, une instruction ministérielle d'une 20aine de pages. L'ensemble est conséquent, surtout soyez vigilants et recourez au service des centres, effectivement, puisque les situations sont très variées. Je prends un dernier exemple, c'est simplement pour la situation des fonctionnaires qui exercent à temps non complet. Dans certains cas, on va prendre en compte la durée totale, on va considérer que l'exercice de leur fonction vaut pour une certaine durée totale, ou alors on va proratiser leur temps d'exercice pour calculer la notion de service effectif, puisque comme on le disait en début d'intervention, selon qu'on rentre dans le cadre du plan de requalification ou du dispositif formation-promotion, les durées exigées de service exercées en tant que secrétaire de mairie sont différents. Donc toutes ces situations méritent vraiment une attention très particulière pour que la loi donne son plein effet en matière de formation, de recrutement et de promotion des secrétaires de mairie. Merci beaucoup à tous les deux, au revoir. Merci. Thierry, à très bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, et par là. Merci, au revoir.